en fait, c'est le premier intellectuel de haut niveau qui, en dehors de tous ceux qui existaient à l'époque, hein, Marcuse, Hannah Arendt, il y avait quand même beaucoup qui réfléchissaient sur le monde de demain. Mais lui, il était sorti de la cage de verre de la modernité. C'est-à-dire qu'il s'était mis en retrait total des doxas qui influençaient les comportements naturels. À partir du moment où on va à l'école, on a une métastructure intérieure qui vous oblige, ou en tout cas consciemment ou inconsciemment, à dessiner des projections qui sont issues à la fois de vous-même et de l'analyse que vous faites avec votre intelligence. Illich était un peu sorti de cela, et c'est sa liberté à lui qui a permis à d'autres de le rejoindre. Donc Illich a une sorte, comme tu dis, de talent, c'est un visionnaire. Moi, je voulais te poser une question, puisqu'on a une jeunesse qui nous écoute, non seulement en présentiel, mais j'espère en distanciel. Si j'ai bien compris, c'est un visionnaire qui est capable de voir au sein même de la modernité une contradiction. Et à partir de cette contradiction qu'il s'agit de résoudre, sans doute anticiper, puisque tu as longtemps rappelé que c'était donc quelqu'un qui avait cette fulgurance de l'anticipation, à partir donc de cette contradiction, de la société peut-être de son temps, sortir de la cage de la modernité, à partir de la société industrielle, sa contradiction, donc il fallait peut-être donc envisager ce monde d'après à partir d'une solution. Oui, bien sûr, c'était loin d'être un utopiste comme Thomas More ou Fourier. C'est pas du tout un personnage qui se met sur un îlot et se met à bâtir un monde idéal. Il prend la Terre, il prend la planète telle qu'elle existe et il essaie de dessiner des points d'accès pour les politiques qui ont envie de butiner dans son œuvre. Mais son œuvre, c'est pas la sienne. C'est celle de 10 000 personnes qui, pendant 10 ans, de 66 à 76, sont venues par séminaires consécutifs venir s'abreuver à Cuernavaca, au Mexique, dans un phalanstère qu'il a créé et où on venait enseigner à côté de l'école, à côté de l'université, des choses qu'on n'enseignait pas à l'université. Donc c'était vraiment le gauchiste, l'anarchiste de l'époque, curé de surcroît, en tout cas prélat, et qui venait se faire contester, mais gagner la partie à chaque fois. C'est-à-dire, c'est ça qui était extraordinaire, c'est que sa capacité de débat, de débatteur, sa capacité de se référer à ce qui existait à l'époque, et d'arriver à des conclusions pour sortir le premier livre qui s'appelle « Libérer l'avenir », d'où le titre du bouquin. Libérer l'avenir, c'est un travail collectif. Il cite dans son livre tous ceux qui ont travaillé avec lui, mais lui fait la synthèse, projette l'avenir, et on découvre quoi? Des choses qui, aujourd'hui, sont exactement celles qu'il a prévues. C'est ça qui fait très peur, et c'est ça qui fait du bien, parce qu'au fond, on peut prendre c'est comme l'histoire du verre à moitié vide, à moitié plein. Si on le voit simplement à moitié plein, on découvre que l'humanité possède en son sein des personnalités, des intelligences capables de structurer l'avenir, de penser l'avenir, en dehors des schémas, en dehors des clichés, en dehors des préjugés. Et tout ça, ça compte aussi dans la manière de pouvoir réformer le monde et la société. Et là, il découvre juste 3 exemples concrets, parce qu'au fond, il faut arriver au concret. Le concret, c'est l'école, c'est les transports et c'est l'hôpital. Le premier mot de maladie nosocomiale, qui sont, j'allais dire, le cancer de l'hôpital aujourd'hui, et qui sont le fruit du travail qu'il a fait là-bas, et qui consiste à dire, plus une institution grandit, plus elle grossit, plus son objet plus son activité, son développement se retourne contre l'objet qui la justifie. Ça s'appelle la contre-productivité, ça s'appelle le monopole radical. Et la société occidentale a permis de faire en sorte que, justement, on installe des monopoles radicaux un peu partout dans le monde, là où il y a source de profit. Et lui dit, qui a tué la gratuité dans le monde? La solidarité. Qui l'a tué? C'est la modernité. Et il installe comme ça, en faisant une coupe assez fantastique entre l'Église et l'État, une espèce de projection où il dit, voilà, les rituels de l'Église qui sont plus en phase avec l'idée de la foi, qui sont au dehors de l'imaginaire post-guerre, eh bien, ils se retrouvent dans l'État. On retrouve les mêmes rituels
de l'Église, mais dans l'État. Ils sont laïcisés, ils sont sécularisés, mais la réalité, c'est qu'au fond, on reproduit les mêmes schémas sans arrêt, de manière éternelle, et on n'arrive toujours pas à prendre cette distance par rapport à l'essentiel de ce qui nous fait vivre, c'est-à-dire la communauté. L'idée de pouvoir, malheureusement, c'est pour ça que c'est intéressant, sourire sans masque, de pouvoir se toucher, de pouvoir se parler, d'être instinctivement en solidarité avec les autres. Tout ça, c'est l'État qui a pris la place. D'où l'ensemble des dispositifs existants que nous payons indirectement avec l'impôt, mais peu importe. On a transféré à l'État, comme on a transféré à un moment avec l'Église, tout ce qui est essentiel en nous pour pouvoir vivre bien, naturellement, sans a priori. Donc cette contradiction rappelle en quelque sorte à la suite d'Illich, cette contradiction au sein de la modernité, tu prenais l'exemple de la santé, qui s'institutionnalise et qui institutionnalise surtout l'instrument de la santé. Tu parlais du premier lieu des maladies nosocomiales, c'est l'hôpital, par exemple. Donc alors qu'il s'agissait de guérir, donc alors que la finalité c'est de guérir, on s'aperçoit que du même coup que c'est l'organe, l'instrument qui finalement est contre-productif. Il y a un effet pervers, finalement. C'est l'expropriation de la santé, c'est tout. Oui. Il dénonce quoi? Il ne dénonce pas la santé, la bonne santé, au contraire. Il dit qu'il y a d'autres chemins pour être en bonne santé. Et les fameux circuits courts d'aujourd'hui, à l'époque, lui, il appelait ça simplement des espaces vernaculaires, les communaux. C'est-à-dire que tout ce qui fait qu'aujourd'hui, les intermédiaires de toutes sortes n'existaient pas. Donc on pouvait accéder plus facilement à l'éducation. On ne confond pas école et éducation, accéder à la santé, accéder au transport, la fameuse norme nouvelle installée dans certaines grandes villes, métropoles aujourd'hui, de dire on a même mis des adjoints au quart d'heure. Vous avez entendu parler de ça, l'adjoint au quart d'heure. Qu'est-ce que ça veut dire? Personne ne sait ce que ça veut dire. Ça veut dire simplement que quand on est à un point X à Paris, on peut rejoindre le point extrême en moins d'un quart d'heure. Bon, vous voyez, on est obligé d'institutionnaliser l'idée que la mobilité peut être aussi, quelque part, un instrument de bien-être. Voilà, c'est ça, la réalité. Alors, tu disais, justement, pour notre génération, Ivan Illich avait parlé. Moi, je me rappelle, quand je lisais Ivan Illich, notamment donc son essai sur la convivialité, toute cette critique de l'école. C'est-à-dire, bien sûr, on cherche à éduquer, ça c'est la finalité, et il y a cette institution, cet instrument qui nous permet justement d'être éduqués, qu'on appelle l'école. Et il y avait justement ce mouvement qui consistait en quelque sorte à critiquer l'école, non pas contre l'éducation, mais pour une meilleure éducation. Il y avait donc un effet pervers de l'école au sein de la société qui faisait qu'on n'éduquait plus. Au sein même de l'école, donc, eh bien, on avait perdu quelque chose comme l'âme même de l'école, c'est-à-dire l'éducation. Est-ce que tu peux nous dire justement sur ce cas concret extrêmement porteur, puisque nos travaux tournent depuis 2 jours sur justement quelle école pour le monde d'après, quelle est la vision justement d'Ivan Illich? La vision d'Ivan Illich est la même que pour l'hôpital ou les transports, c'est-à-dire c'est l'expropriation de l'éducation qui est en jeu, c'est-à-dire l'idée que tout doit s'apprendre à l'école. Monopole radical. L'idéologie générale, c'est tout doit s'apprendre à l'école, en gros. Même les parents ont basculé du côté de l'école. Une partie, je dis bien, des responsabilités qui leur incombent. Et Illich s'en rappelle de temps en temps, faisant de la provoque. En 1984, à la Sorbonne, il dit devant un parterre de 1000 enseignants qui dévoraient ses paroles. Et après avoir expliqué le malentendu sur l'intitulé du bouquin, qui s'appelait « La société sans école », mais en fait, c'était une mauvaise traduction du Seuil de Paul Flamand, qui avait repris La société sans école, tout simplement, alors que, le titre initial américain était la déscolarisation. Voilà, Descolarizing Society. Et ce titre-là a été traduit très mal traduit, au fond. Hein, et du coup, il en a payé le prix très longtemps ensuite. Et c'est pour ça qu'il est longtemps expliqué devant les enseignants, qui sont devenus d'ailleurs une grosse partie des adeptes d'Illich, tout en étant, en restant dans l'institution. Toute cette schizophrénie permanente qu'il y a pu y avoir entre l'idéal d'éducation et la réalité scolaire. Et donc cela, Illich, il a pris les moyens avec d'autres, hein, il n'était pas tout seul, il y avait Antoine Verne, il y avait Dupuis, il y en avait un tas d'intellectuels qui se battaient pour expliquer que l'école ne peut pas avoir le monopole radical de l'éducation, j'entends bien,
et de rappeler comme ça à la fin de ce colloque que je vous rappelle, chers enseignants, chers collègues, disait-il des fois, rappelez-vous, on ne vous a pas appris à respirer, ni à marcher, ni à nager. Souvent, vous l'avez fait tout seul. Alors évidemment, ça paraît démago, mais ça ne l'est pas réellement. Quand il dit « je prends le temps », là on n'a pas le temps, on est à 23 minutes 02, là, d'expliquer comment il décape l'affaire, je vous jure que ça en jette, comme on dit. Hein. Donc il y a des arguments. La preuve, c'est qu'il y a eu énormément d'adeptes. Il y en a encore, grâce à ce bouquin, j'en découvre tous les jours. Mais la réalité, c'est que l'école, tout de suite, il dit, je vais essayer de retrouver le petit passage pour ne pas tromper Illich dans sa manière de suggérer l'école. Il a eu d'abord cette prise de conscience des inégalités scolaires dans ce quartier de Porto Rico. À Porto Rico, dans le quartier portoricain de New York, où il a passé 5 ans, il a découvert que malgré la scolarisation, il y avait une amplification des inégalités. Ce que montrent les sociologues actuellement. Ce que montrent exactement les sociologues depuis quelque temps. Donc lui disait déjà, on est quand même en 53, 54, 55, personne ne semblait comprendre que la scolarisation, tout au moins des portoricains, ne servait qu'à combiner la pauvreté native de la moitié des élèves au sentiment de culpabilité intériorisée qu'ils éprouvaient devant l'impossibilité de mener à bien leurs études. En fonctionnant de cette manière, elle continuerait à produire quelques succès et un très grand nombre d'échecs. Et comme il y a plus que dans l'hôpital encore, une forme de généralisation du principe de l'école partout dans le monde, de la même manière que les transports, les routes goudronnées sont devenus un référent majeur. Partout, les systèmes se sont radicalisés dans le fait qu'une école est d'avoir 4 murs, que des bancs et ainsi de suite, un tableau, voilà. Pourquoi devrait-on enseigner au même moment la même chose dans un temps décidé par d'autres? Et donc cette idée d'exproprier une partie de l'éducation au profit d'une institution scolaire, lui, au lieu de le dénoncer, l'a décrypté de l'intérieur pour démontrer que ce n'est pas parce qu'on installe des écoles que l'égalité des chances s'installe. Et depuis 4-5 ans, comme tu le dis, mais on le voit aussi dans les dernières études de l'OCDE au niveau mondial, c'est une catastrophe. Les décrocheurs n'ont jamais été si nombreux. L'absentéisme des profs et le mal-être des enseignants aussi problématiques. Donc il y a derrière le plaisir d'enseigner, et Dieu sait s'il y a des profs qui adorent enseigner, et c'est tant mieux parce que ça repose sur eux, mais un combat permanent pour aller contre une force naturelle qui vient en contresens pour défigurer le plaisir d'apprendre. Voilà. Donc lui, il l'a indiqué, périmétré assez tôt, il l'a projeté, et puis il y a eu quand même un moment où, quand on hésitait sur, ou en tout cas on le critiquait sur son idéalisme, d'abord pas son idéalisme dans le sens, ses constats, il découvre en 70 un Nixon qui a décidé, devant une alerte générale du côté de Chicago, où les enseignants voyaient trop d'enfants perturbés scolairement, Nixon fait préparer par ses services un texte qui existe toujours, hein, ce texte, qui consistait à dire, écoutez, vous identifiez les gamins qui, dans ces écoles, c'était déjà des milliers de gamins concernés, qui ont des défaillances psychologiques, et vous leur administrez des médicaments. Donc c'était marqué noir sur blanc. Il chope ce document, il le publie dans le New York Times, et aussitôt c'est le branle-bas de combat. Nixon revient sur le sujet, évidemment, parce que les parents se sont dit, c'est pas juste 3 gamins qui sont problématiques, ce sont des milliers de gamins. Mais à l'époque, l'État, et ça a été vrai ailleurs, hein, pour éviter, comme on fait aujourd'hui dans le système scolaire, on voit bien l'actualité, c'est comment mettre sous le tapis les problèmes posés par l'islam radical. Et c'était la même chose par rapport à la petite délinquance qui commençait à se vérifier
dans les grandes métropoles. Ça a commencé à Chicago, hein, dès les années 60. Et donc, à un moment donné, c'est remonté. Voilà. Et qui a dénoncé ça? Ce ne sont pas les enseignants, c'est Illich, qui a fait venir à Cuernavaca de quoi se préoccuper des sujets, faire des tables rondes, des sujets, se faire flinguer par les curés qui disaient mais c'est pas, ils ont qu'à les mettre à l'école confessionnelle. Enfin voilà, c'était des débats qui n'avaient ni queue ni sens. Lui disait non, c'est la modernité qui fait ça, c'est les 30 glorieuses, c'est les méfaits du progrès brut de décoffrage. C'est ça qui fait mal. Donc il faut un autre système de vie, il faut une autre manière de vivre ensemble. C'est le premier écologiste radical, parce qu'il ne s'est pas contenté d'écrire, de sauvegarder les arbres ou les animaux. Il s'est dit, c'est la société qui ne va pas, et il avait raison, parce qu'il disait déjà à l'époque, on est en 72, la convivialité vient de sortir, son livre, donc il y a eu Énergie, équité, il y a eu Libérer l'avenir d'abord, Énergie, équité, la convivialité, puis après Némésis médicale, en 5 ans, 4 bouquins. 700 000 exemplaires vendus, rien qu'en France. Et donc ce travail-là, il a commencé à interroger beaucoup d'acteurs de la société, les médecins. On a vu des débats en Allemagne, mais extraordinaires, où Illich se confrontait, alors qu'il n'est pas médecin, devant des médecins, et prendre le temps d'expliquer pourquoi les hôpitaux vont poser des problèmes dans 20 ans, dans 30 ans. Alors, donc si j'ai bien compris, Ivan Illich, donc un penseur qui, par ses fulgurances, ses anticipations, est capable d'adopter une position d'extériorité par rapport à un système. C'est un penseur du dehors qui, depuis le dehors, donc justement, voit les contradictions. 3 contradictions concrètes, et ce n'est pas qu'un penseur, c'est quelqu'un qui pratique. Il a donc mis en place un phalanstère. 3 exemples concrets, si j'ai bien compris ce que tu dis. 1, la question de la mobilité. Hein, donc, plutôt que d'utiliser des voitures... On utilise des vélos. Voilà. C'est marqué avec des chiffres, disons 6 km/h avec le vélo, exactement comme la voiture, si on cumule tous les paramètres qui sont indispensables pour que la voiture fonctionne. Pour la santé, se méfier un petit peu de l'hôpital, donc cette institution, cet instrument en tout cas qu'est l'hôpital. Et enfin, pour l'éducation, peut-être être en situation de méfiance par rapport à l'institution scolaire. J'ai bien compris. Hein. Donc je pense que c'est sur ça justement qu'on pouvait peut-être travailler une discussion avec le public. Mais si tu veux bien, justement pour lancer le débat, pour pouvoir libérer l'avenir, donc comprendre les contradictions de notre temps présent, marquées par la modernité, moi je défendrais plutôt l'institution en ces temps, si tu veux. Parce que l'institution, à force justement de la critiquer du dehors, eh bien, elle se vide de sa substance. Et du même coup, on oublie la partie pleine et on va promouvoir la partie vide. Alors, je défendrai l'institution scolaire en disant que dans ces temps de normalisation, eh bien, il est plus coûteux pour une jeunesse un petit peu en difficulté de sortir de l'institution. Il est plus coûteux de pouvoir imaginer un monde d'après en étant hors institution. Ça sera ma première proposition, si tu veux bien débattre sur ce plan-là. Puis la deuxième chose, c'est qu'il y a une partie pleine comme dans l'institution. Il y a des enseignants magnifiques, il y a des enseignants particulièrement exemplaires qui justement savent que c'est depuis l'institution qu'il faut justement pouvoir contribuer à ce qu'on appelle un peu vite l'égalité des chances. Il y a des enseignants quand même qui justement amènent leurs élèves participer à Philosophia pour pouvoir promouvoir justement une certaine égalité des chances alors qu'ils sont vraiment très très éloignés justement de Saint-Émilion et qui du même coup les amenant veulent contribuer non pas simplement à produire si je puis dire l'élite de demain mais surtout donner les chances d'une révolution à venir. Non, mais je comprends le souci à chaque fois, chacun retrouve ses défenses. Hein. Comment dire, l'enseignant que tu es, reconnu comme un personnage. Je ne parlais pas de moi, je parlais de personne dans la salle. Moi-même, j'étais 27 ans prof, donc je sais de quoi je parle en tant qu'enseignant, mais la réalité, c'est que je l'ai moi-même senti. À Paris 8, le fait de pouvoir, Mazarine y est maintenant, elle sait aussi, ce que ça a été moi quand j'y étais. Enfin, quand j'étais, où on avait des marges de main-d'œuvre incroyables pour inventer des formes, par exemple. Aujourd'hui, c'est impossible. Principe de précaution, on ne peut rien faire. Donc, le principe de précaution tue les plus grands enthousiasmes des enseignants qui veulent faire des petites choses à côté, c'est tout. On ne demande pas de révolutionner le monde, on demande simplement de créer des lieux où il se passe quelque chose entre un enseignant
et un élève. C'est tout. C'est du compte-gouttes. Mais des compte-gouttes partout, ça fait quand même des belles rivières. Totalement. D'accord. Or, ces lieux d'improvisation, ces lieux de fraternité, ces lieux d'inventivité, ils se ferment tranquillement. Mais parce que la bureaucratie existe, qu'elle s'est installée, qu'elle fait ce qu'elle peut individuellement, mais il y a un méta-problème que personne n'arrive à gérer, tout simplement parce que le politique n'y arrive pas. Et là, j'en viens à l'essentiel, Illich, quand même, si tu peux. C'est tout de même ça. À un moment donné, il en est fallu très peu pour que les idées d'Illich soient captées par la gauche chrétienne. Bizarrement, c'est la gauche chrétienne qui a le mieux aspiré les principes novateurs ou visionnaires d'Illich. La revue Esprit, plus le Nouvel Obs, ont été les vecteurs les plus éloquents du travail d'Ivan Illich. Notamment les profs qui lisaient beaucoup l'Obs à l'époque. Hein. Bon, c'est plus comme l'Obs d'aujourd'hui, hein, mais peu importe, l'Obs a existé, a été un terreau fertile aux imaginations créatrices. Et puis, paf, il s'est passé un truc très bizarre, c'est que les meilleurs des enseignants, les plus grands Illichiens, se sont dit, mais les Illich, il faut qu'on puisse les installer au sein même du système. Pourquoi pas? Ça part d'une bonne idée. Et ils ont créé les sciences de l'éducation. Exactement ce qu'Illich ne voulait pas. À partir du moment où on crée une science de l'éducation, on tue l'éducation. Et donc, pour avoir été confronté à ce problème, je peux vous dire que tous ceux qui sont ceux qu'on aime bien, les Philippe Mérieux, les Dubé, que j'aime beaucoup par ailleurs, c'est des amis, hein, ils sont dans cette contradiction permanente. Comment décorporatiser ce monde, puisque c'est les sciences de l'éducation qui ont installé un principe d'éducation qui s'adosse aux vaches sacrées de la République, qui sont la démocratie, évidemment, l'école, et ainsi de suite. Voilà. Donc il y a une contradiction que personne n'a réussi à surmonter, et que les politiques, surtout, le seul qui avait un peu réussi, c'était Rocard, qui avait réussi, juste avant de se faire flinguer au congrès d'Épinay, et surtout au deuxième congrès de Metz, avait réussi à distiller, grâce à un type qui s'appelle Patrick Vivray, qui a joué un rôle d'éclaireur entre la gauche classique, dite programme commun en gros, et la gauche illichienne, si on caricature un peu. Sauf que la gauche du programme commun en 72, c'est une gauche productiviste. Le Parti communiste est encore puissant. Et beaucoup de socialistes sont productivistes. Ils ne sont pas écolos. Donc toutes les thèses qui pourraient ramifier de l'intérieur le corpus idéologique de la doxa socialiste se sont confrontées à cette réalité, et on a oublié Illich dans les années 80. C'est aussi simple que ça. Alors, on ne va pas oublier Illich, donc on va essayer de le remettre à l'ordre du jour. Y a-t-il des questions donc, dans la salle à propos donc, de cette libération de l'avenir? Oui, très très bien. Donc la contradiction d'Illich, je parle sous ton autorité bien sûr, c'est que l'institution finalement ne contribue pas à la finalité pour laquelle elle a été instituée. Hein, c'est ça. Que ce soit du point de vue des transports, l'automobile, donc qui tue toutes les autres formes de... Juste un petit point, c'est que j'ai oublié de faire cette référence, je m'en excuse. Illich s'est inspiré d'un autre bonhomme que certains d'entre vous connaissent, qui est un Américain, un anthropologue génial, qui s'appelle Léopold Kohr. Léopold Kohr a inventé ce petit concept qui est resté dans la mémoire commune, qui s'appelle « Small is beautiful ». Et Small is Beautiful, c'est simplement le produit définitif d'une thèse qui fait 720 pages, où il explique comment plus c'est gros, plus ça fait mal, et plus ça se retourne contre celui qui prend la décision d'être gros, ou l'institution qui décide d'être grosse, et ainsi de suite. Bon, la métaphore est bête, mais elle est au moins compréhensible par tout le monde. Mais justement, par rapport à plus c'est gros, il y a aussi un aphorisme qui est plutôt libéral, capitaliste, tout ce qu'on voudra, c'est « too big to fail ». Et pour l'instant, on se repose là-dessus pour faire des monstres monopolistes. La sécurité sociale, l'hôpital public, et j'en passe. Et on a toujours les mêmes réflexes. Alors d'abord, merci pour votre travail de psychanalyse de la modernité. Et puis quand même, il y a des réflexes, vous en parliez, des réflexes primitifs. Alors, on a vu se reproduire, disiez-vous, les mêmes réflexes chez les politiques dans les années 50 que ce qu'on voyait avant dans les rituels de l'Église catholique. Mais il faut aller plus loin. Si vous regardez les travaux de René Girard, quand nous élisons tous les 5 ans, en mettant, s'il vous plaît, dans des urnes
des bulletins pour le type, le crétin d'avant, pour le remplacer par celui d'après, on ne le charge pas de résoudre les problèmes. On veut juste un bouc émissaire qui sera le crétin qui n'a pas réussi à nous tirer du bourbier. C'est vraiment primitif, c'est du sacrifice humain régulier. On a encore des réflexes complètement primitifs. C'est tout à fait pitoyable, mais on est tous complices. Hein. Oui, on est tous complices et justement la lecture d'Illich de son œuvre à lui est très intéressante pour la problématique que vous posez derrière la mienne, c'est-à-dire comment arrêter cette obsession de tout. T'imaginer qu'on attend tout de l'État, tout de l'Église pour ceux qui sont, tout de l'islam, enfin peu importe. On attend tout de quelque chose qui n'est pas nous. Et ça pose problème quand même. Il faudrait peut-être qu'on se regarde un peu. Je parle pour moi comme tout le monde. Parce qu'au fond, quand on essaie pas de faire de la morale, parce qu'on ne fait pas de morale, je pense plus que c'est un peu terminé ça, et c'est tant mieux d'ailleurs. On était bien content en 1945 quand il y a eu la sécurité sociale. On était bien content. On est bien content d'avoir un hôpital pas très loin. On est content d'avoir une crèche pas très loin. Une école pas très loin. Il y a eu personne qui a râlé en disant Macron décide que tous les gamins à 3 ans seraient à l'école. Bon, il n'a pas lu Illich, Macron, c'est clair. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être à faire de notre côté plus que de l'autre côté. Mais comme le monde est binaire, comme tout c'est oui et non, bien et mal, noir et blanc, on n'arrive jamais à trouver la brèche, le fil du milieu pour essayer de se dire, comme Morin essaye de le faire dans la méthode, Edgar Morin, d'arriver à trouver au sein même de la contradiction, du principe de contradiction qu'Hegel, en termes de dialectique, a réussi là aussi à nous faire comprendre, mais on n'arrive pas à cela. C'est-à-dire que si moi je critique la sécu, l'école, aussitôt on me dit ça y est, c'est un gauchiste, un anarchiste et tout. Mais c'est pas ça le problème. C'est précisément de sortir de ces ornières qui sont déjà le fruit d'un héritage culturel, aussi bien pour vous les étudiants, les jeunes, que pour nous qui avons déjà plus de 60 ans, tout simplement parce que c'est un héritage culturel qu'on a. Et on n'arrive pas à s'émanciper de cela pour essayer d'inventer un paradigme nouveau dans lequel on installerait des visionnaires d'hier. Il n'y a pas qu'Illich, mais Illich était un grand quand même. Hein. Il y a eu autour de lui Hannah Arendt, encore une fois, il y a eu Jacques Ellul, il y a eu Georges Friedman, Girard, il y a eu tout ça. Il y en a eu. Mais ce n'étaient pas des visionnaires, les Girard et les Ellul. C'est ça la grande différence. Lui, il projette. Il dit voilà ce qui se passera dans 30 ans. Sauf qu'on y est. Et là, on s'est dit merde, il y a un type, il y a 30 ans, qui a pensé ça. Donc aujourd'hui, où ils sont les visionnaires ? Où ils sont ceux qui pensent le monde d'après ? On cherche dans l'IB, on cherche dans Le Monde, on cherche dans les Inrocks. On ne les trouve pas. Ils parlent du présent. Ils sont commentateurs de l'actualité. Ils vont sur BFM. Voilà, c'est ça le problème. On n'a pas envie de les voir là. On veut les voir ailleurs. Là où ils dégagent un peu de lumière, simplement pour nous éclairer. Les penseurs, donc les visionnaires, ce que tu appelles visionnaires, peut-être que Nicolas Truong, du journal Le Monde tout à l'heure, nous en dressera un petit peu le tableau, puisqu'il a fait tout un reportage sur ce plan-là, donc les penseurs de l'éco-politique. Moi, j'avais une question à te poser par rapport justement à l'écologie politique, dont Ivan Illich est un des précurseurs. Donc la question justement de la nature, la question de l'environnement, la question aussi climatique, est-ce que donc Illich l'avait déjà mise en avant, il en avait déjà vu en germe en quelque sorte des années 70, âge productiviste, donc il en avait déjà vu le problème. Oui, mais en partie. Alors là, s'il y a bien un angle mort et une critique que moi, j'essaie de développer dans mon bouquin sur ce beau personnage extravagant, c'est qu'il est aussi le fruit lui-même d'une culture, alors là, crypto-chrétienne, qui consiste à découvrir qu'au fond, comme dans les évangiles, c'est l'homme qui domine la nature. On ne faut pas oublier ça. Donc si l'homme domine la nature, pourquoi lui se serait abstrait dans la mesure où il était quand même nourri par les grands textes, par la Bible et ainsi de suite. Voilà, il ne l'a pas été. Résultat, quand j'ai évidemment travaillé pendant 1 an sur ce bonhomme, j'ai essayé de trouver des pistes là qui pouvaient remuer le couteau dans la plaie et qui sortaient du simple principe d'une écologie
celle des années 70 qui perdure aujourd'hui. C'est le vélo à la place de la bagnole, on fait attention, on coupe pas les arbres, et ainsi de suite. Bon, c'est de l'environnement, vous voyez, c'est de l'environnement. La question de la nourriture, par contre, est très présente. D'abord parce que c'est un bon vivant, il aime le bon vin. S'il avait été vivant, je t'aurais conseillé de l'inviter. Il connaissait très bien Saint-Émilion. Mais au fond, la question, par exemple, du réchauffement climatique, j'ai jamais vu un mot sur le réchauffement climatique. En revanche, j'ai vu beaucoup de choses sur la surpopulation et les méfaits que ça pouvait avoir sur la planète. La question de la mer, du maritime, tout ça est absent du travail d'Illich. Peut-être n'a-t-il pas eu le temps, puisqu'au fond, en 1976, quand il a fermé son phalanstère, il l'a fait pour les raisons qui étaient assez cohérentes avec sa pensée, qui est de dire, puisque tout le monde vient s'encanailler chez moi et que c'est rempli jusqu'à bâbord pendant encore 10 ans, j'arrête tout. Parce que ça va être contre-productif. Et ça l'a été. Vers 77, c'était contre-productif. Donc il a arrêté. Alors donc, il y a un autre aspect que j'aimerais souligner, peut-être pour montrer, si tu veux bien, les limites de cette pensée visionnaire, celle donc d'une personne capable d'être au centre tout en étant en dehors, donc Ivan Illich. Moi, je voudrais poser la question, quand tu dis il ne faut pas tout attendre de soi, bon, finalement, cette personne qui dit, ce que disait déjà La Fontaine, aide-toi d'abord, et puis le ciel, l'État t'aidera. Bon, alors, si j'ai bien compris cela, le sujet est capable en fait de le dire, aide-toi d'abord, le ciel t'aidera, n'attends pas tout de l'extérieur, mais en toi. Ce sujet-là, il est quand même particulièrement capable. Il est quand même particulièrement habité par cette puissance d'agir. Que se passe-t-il quand justement ce sujet est précarisé, il est affaibli, il est invisibilisé? Ce sujet, quand il est en quelque sorte, non pas susceptible de capacité, mais justement en souffrance d'incapacité. Est-ce que ce sujet-là, celui qui a été le damné de la terre, celui qui a été obligé de migrer, qu'est-ce qu'il peut faire justement quand on dit « aide-toi d'abord ». La solution, elle est d'abord en toi. Les damnés de la terre, ils existaient et étaient très présents à Cuernavaca, première chose. Le principe de la charité, dans la conception illichienne, c'est on est d'égal à égal, on ne discute pas. Il y a une faiblesse, il y a des faiblesses, il y a quelque chose qui ne va pas chez quelqu'un, un malheur, des malheurs, il a sa place. Il a sa place, il ne faut pas croire. En revanche, c'est la proximité, c'est la convivialité, c'est l'idée de pouvoir installer, comme on faisait au siècle dernier, nos grands-parents un peu handicapés qui vivaient avec nous en permanence. Il n'y avait pas d'EHPAD. Bon, eh ben c'est ça. C'est-à-dire que l'idée que les fous ont leur place dans la société, à la condition, mais peu importe, les fous ont leur place. On ne les regarde pas forcément comme on les met pas en asile. Ils ne sont pas tous en asile. Il peut y avoir de la petite délinquance qui se gère avec la proximité d'une famille ou d'amis. L'amitié, l'amour, tout bêtement, tout ça entretient l'idée que l'autre a sa place dans la communauté. Or, aujourd'hui, vous allez penser que je suis anti-tout, c'est pas vrai. Je constate seulement que dès qu'il y a problème, il y a institution. C'est tout. On pourrait peut-être se dire, il y a institution quand c'est très grave, mais il y a aussi nous, les familles, les gens, les amis, l'amitié. L'amitié a tout un passage sur lequel je bosse sur l'amitié. Et c'est marrant parce que je travaille pour autre chose sur Edgar Morin en ce moment, et il y a des similarités incroyables entre ces deux bonhommes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de... On peut résoudre la question par l'amitié, par la proximité, par l'idée que l'amour c'est l'amitié c'est l'amour, voilà. Et ça se passe comme ça. Et Illich, moi j'ai eu de longues discussions pas avec seulement lui, mais tous ses proches, et je constate que les damnés de la terre, comme je dis, ou ceux qui avaient des difficultés, qui sont notoirement en difficulté sociale, c'est le mot qu'il faut convenir, avaient leur place. Et il y a eu d'ailleurs des séminaires là-bas qui ont eu un succès monstre parce qu'il avait des solutions, mais qui ne passaient pas forcément par des décrets, des lois et des institutions.